Bonjour et bienvenue sur la Maïeutique. Donc nous sommes de retour avec notre ami Maxime Maury, que vous connaissez déjà, ancien directeur régional de la Banque de France et président de la société Vigie Eco. Donc je précise que nous enregistrons cette émission le 13 octobre 2024, juste après la décision de l'agence Fitch de maintenir la note de la France à AA-. Avant de commencer, nous souhaitons remercier nos auditeurs de votre fidélité et de vos likes. Merci aussi de mettre un commentaire. Oui, bonjour Joris, ravi de vous retrouver et ravi de retrouver les auditeurs de la Maïeutique qui ont beaucoup liké notre dernière émission. Le taux d'engagement était supérieur à 5,7%, donc c'est pas mal. Notre émission est réservée un peu à une élite parce que nous essayons d'expliquer des choses que les médias ne sont pas capables d'expliquer. Pour autant, n'hésitez pas à partager l'émission, à lever le pouce, ça nous encourage et ça nous incite à continuer notre travail de pédagogie et de maïeutique, c'est-à-dire réfléchir et surtout faites-la connaître et partagez-la avec d'autres. Voilà, donc merci aux auditeurs. Comme je le disais, nous nous retrouvons juste après le maintien de la note par Fitch pour la France. Et beaucoup d'économistes que nous suivons pensaient que la France allait être dégradée. Oui, on va dire la non-dégradation, parce que dans la soirée hier, nous avons appris que Fitch ne dégradait pas la note de la France. Cependant, il y a un jugement très sévère, je vais le développer après, et il place la note en perspective négative, ce qui veut dire qu'au mois d'avril prochain, inévitablement, Fitch dégradera la note de la France. Je remets le sujet en perspective en disant que nous attendons pour le 25 octobre le jugement de Moody's, qui cote encore AA, donc un cran au-dessus de Fitch, qui cote AA-. Et nous attendons surtout pour la fin novembre le jugement de Standard & Poor's, qui est l'agence probablement la plus notable, et qui nous cote déjà à A-, comme Fitch d'ailleurs, mais qui pourrait finalement ouvrir le bal d'une décote en simple A. Je crois qu'avant tout, il faut dire, ce que les médias n'expliquent pas, c'est on note quoi ? On note pas la France, on note pas l'économie française, on note le risque de défaillance sur la dette française. Ce qui est noté, c'est la dette française. Quand vous êtes AAA, comme l'Allemagne, ou même AA, comme nous le sommes encore, même si c'est AA-, le risque de défaillance était évalué à 1 pour 1000. Mais quand vous descendez en zone de simple A, il augmente de manière exponentielle. Et puis, j'y reviendrai à la suite de vos questions, et des questions des auditeurs auxquelles je répondrai comme toujours. Il y a comme conséquence davantage de fonds propres pour nos créanciers qui doivent provisionner le risque, et partant des taux d'intérêt plus élevés, car si les fonds propres augmentent, ça signifie que la rentabilité baisse et que les taux d'intérêt mécaniquement doivent augmenter. Et puis aussi, à partir du simple A, nous y sommes pas encore, l'interdiction pour certains fonds de pension qui ont une politique premium, on peut dire, de super qualité, l'interdiction d'investir dans ce type d'actifs. Voilà, donc l'enjeu, c'est la solvabilité de la France. Donc Maxime, même si Fitch ne nous a pas dégradés, il cherche quand même à faire passer un message. Oui, ils ont fait passer un message qui est le même message, je dirais, que celui de la Commission des finances du Sénat, que j'ai regardé pour nos auditeurs hier soir, ainsi que celui de la Cour des comptes, qui s'exprime sous le faux-nez du Haut Conseil des finances publiques. C'est la même chose. Et le message, c'est de dire, indépendamment de la personnalité du Premier ministre Michel Barnier, et nous ne faisons pas de politique, hein, vous le savez, sur cette chaîne, qu'il aura du mal à atteindre l'objectif d'un déficit sur PIB de 5%, parce que les hausses d'impôts vont ralentir l'économie. Ça, c'est le premier message. Et c'est un message qui, j'allais dire, est largement partagé. On y reviendra dans notre évaluation. Et le deuxième message de Fitch, c'est de dire que l'endettement va continuer à augmenter relativement au PIB.
Je voudrais d'ailleurs, après avoir revisionné notre dernière émission, je me mets à la place des auditeurs, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Nous parlons toujours déficit sur PIB parce que c'est la norme européenne, mais quand on dit 5%, là c'est l'objectif que vise M. Barnier pour l'année prochaine, alors que là nous sommes à 6,2%, c'est un chiffre colossal. Ça ne veut pas dire que l'impasse budgétaire soit de 5%. L'impasse budgétaire, elle est d'un tiers des dépenses. C'est-à-dire que la France emprunte un tiers de ses dépenses. C'est le déficit ramené par rapport au PIB parce que c'est la norme européenne. Donc je tenais à le préciser. Alors, ce qui est inouï dans la situation que nous vivons, et c'est ce que dit la Commission des finances du Sénat, c'est que la dérive des comptes publics est extraordinaire. Là, on nous dit que nous allons, si on ne fait rien, et on ne pourra rien faire avant 2025, nous irions vers un déficit sur PIB de 7% en 2025. C'est inimaginable, car c'est à peu près le chiffre que nous avons eu en 2020 lorsque l'économie a été à l'arrêt. Or, il n'y a pas de crise économique, il n'y a pas de crise financière. Donc, le Sénat pose la question, mais comment en sommes-nous arrivés là ? Sans qu'il y ait des alarmes. En réalité, il y a eu plusieurs notes de Bercy. Sur la dérive, quelques chiffres encore sans abuser. Ce qui était attendu pour 2024, c'était 5,1% au mois d'avril. Et là, on nous dit que nous sommes à 6,2%. Ça fait 1 point de PIB. 1 point de PIB, ça fait 30 milliards. Et dans les mois précédents, à l'automne, le chiffre qui était attendu, c'était 4,4. Donc vous voyez, et on a eu la même dérive en 2023, mais elle s'est aggravée en 2024. Et donc le Sénat dit, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'alarme ? En réalité, il y a eu une alarme. Monsieur le maire, que je ne porte pas dans mon cœur et qui est parti en Suisse, a quand même dit au président de la République qu'il fallait faire une loi de finances rectificative, et il n'a pas été écouté. Mais ensuite, on a eu les Jeux Olympiques, la dissolution, enfin, toute cette espèce de rêve dans lequel nous avons vécu. En fait, la dégradation de la situation des finances publiques est très, très difficile à concevoir. Et donc, alors, le Sénat dit, mais est-ce que tout ça, c'est honnête ? Bon, les chiffres ne sont pas truqués, mais est-ce que les systèmes d'alerte ont bien fonctionné ? Voilà le point de vue de la Commission des finances du Sénat que je partage complètement. Quand vous dites qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu faire la loi de finances rectificative proposée par Bruno Le Maire, si je me rappelle bien, il me semble qu'il n'a pas voulu parce qu'il était dans une impasse politique. Alors, ce n'est pas pour le défendre que je dis ça, c'est juste pour essayer de comprendre. Oui, il n'a pas voulu parce qu'il a estimé qu'il y avait un risque de censure. Il a donné une importance, à mon avis, qu'elle n'avait pas aux élections européennes. Bon, je ne vais pas commenter la politique, parce qu'en fait, il y a beaucoup aussi d'interprétations différentes. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que dans l'histoire de la Ve République, nous n'avons jamais connu une telle dérive des comptes publics en aussi peu de temps, 2023-2024, c'est du jamais vu. Et le plan que présente le Premier ministre Michel Barnier, comme vous le savez, c'est un plan à 60 milliards. 60 milliards, ça fait 2 points de PIB. Et c'est un choc aussi important que ce qu'on a appelé le choc de la rigueur en 1983. Moi, je l'ai connu à la direction des études de la Banque de France, où j'œuvrais à cette époque, dans le sens de ce choc de la rigueur. Et là, c'est le choc le plus important depuis 1983. Et donc, ça va avoir des conséquences lourdes, à mon avis. Concernant la note de la France, on entend souvent les journalistes la présenter comme une note de 17 sur 20. C'est sûrement une image pour l'illustrer et mieux la faire comprendre au public. Mais est-ce que cela reflète bien la réalité ? Oui, alors c'est une très mauvaise image. Moi, je suis pour les images en tant que pédagogue, mais c'est une très mauvaise image. Vous êtes professeur de mathématiques au lycée d'Albi. Vous savez très bien qu'entre 18, 17, 16, dans le fond, la gradation n'a pas beaucoup d'importance. Là, elle a de l'importance. D'abord parce que la deuxième partie de la liste,
prenons l'échelle Standard & Poor's, qui est la plus connue. La deuxième partie de la liste, il ne faut pas en tenir compte parce qu'elle est qualifiée à partir de BB+, de spéculative. Spéculative, ça veut dire ce ne sont pas de bons investissements. La investment grade s'arrête là où est l'Italie, à peu près, c'est-à-dire à BB. On peut aller jusqu'à BB-. Et là s'arrête l'échelle de l'investissement. Donc déjà, c'est pas 20 notes ou 24 notes, c'est plutôt une dizaine de notes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tant qu'on est dans la zone AAA, AA, bon, on peut penser que c'est homogène et qu'un changement de note n'a pas d'importance. Mais quand on tombe à simple A, on change de zone et les banques sont obligées, les banques ou les fonds d'assurance ou les investisseurs, les fonds de pension, mais je pense aux banques parce qu'il y a une régulation bancaire qu'on appelle BAL 3, sont obligées de constituer plus de fonds propres pour provisionner le risque de défaillance. Et alors, en effet, ça a des conséquences lourdes parce que s'il y a plus de fonds propres, il faut, pour maintenir la rentabilité, des taux d'intérêt plus élevés. Donc, vous qui êtes mathématicien, vous allez comprendre facilement, ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas linéaire. Entre AAA, AA, simple A, ce n'est pas linéaire. Il y a des seuils. Et c'est ça que les journalistes ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas étudié le sujet. Oui, le fait que vous disiez que ce n'est pas linéaire, on comprend mieux pourquoi on ne peut pas ramener cette note à une note sur 20, qui diminue progressivement. Donc justement, j'ai repris un des derniers graphiques de Marc Toiti, où on parle des taux d'intérêt, et je me suis permis d'ajouter en dernière colonne les notes données au pays par Fitch. Donc déjà, on peut remarquer qu'à 5 ans, la France emprunte à un taux plus élevé que l'Espagne ou la Grèce. Et grâce à cette dernière colonne, on peut aussi remarquer que la France est plutôt bien notée par rapport aux pays qui sont autour d'elle. En fait, ce que vous me dites, Joris, c'est qu'au vu des taux d'intérêt, qui étaient hier matin supérieurs pour la France à ceux de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce, à 5 ans, et à 10 ans, y compris à 10 ans, supérieurs, légèrement supérieurs à ceux de l'Espagne et du Portugal. Vous me dites, mais dans ces conditions, nous devrions avoir la même note qu'eux, c'est-à-dire, en fait, 2 crans de moins, voire 3 crans de moins, parce que A moins, A plus, A moins. Et, sauf erreur de ma part, l'Espagne est A moins. Hein. Le Portugal ou l'Espagne est A et le Portugal est A moins. Bon. Le Portugal est BB+. Oui, mais là vous êtes sur une échelle, vous êtes sur l'échelle de Fitch. Oui, bon. Mais donc la question c'est pourquoi est-ce qu'ils nous ont pas dégradés alors que nous avons déjà des conditions de crédit qui sont anormalement difficiles eu égard à notre note. C'est ça votre question. Bon, alors j'ai 2 réponses, une courte, une longue. La longue, je la garde pour la fin. Parce que depuis 10 ans, j'observe et je réfléchis au fait que la France est toujours surcotée. Et pour ça, il y a des raisons de fond. Mais la réponse courte, c'est de dire qu'ils procèdent progressivement. Donc avant de dégrader, ils avertissent en disant que la note est en perspective négative pour pouvoir la dégrader par la suite. Ils essayent d'agir en douceur. Je crois que c'est la réponse. Car n'oubliez pas que la France va emprunter l'année prochaine 300 milliards d'euros. Nous sommes le premier émetteur de dette de la zone euro. Et donc, il faut faire attention de ne pas provoquer une crise financière. Donc, je pense qu'ils ont une optique progressive. Mais à la fin de notre émission, et pour la conclure, j'expliquerai aussi pourquoi depuis de nombreuses années, la France est surcotée. Apparemment, notre Premier ministre a un plan pour redresser les finances. Alors, peut-être avant de parler du plan de Michel Barnier, et sans donner l'impression d'ailleurs de critiquer Michel Barnier, parce que nous ne faisons pas de politique, je crois qu'il faut expliquer globalement l'enjeu de la notation. Vous avez un changement qualitatif, et donc non linéaire, à partir du moment où 2 agences sur 3 vous ont décoté au niveau A. A+, A, A-. Parce que là, l'effet sur les fonds propres, vous avez
là où nous sommes, des effets atténuateurs sur l'obligation de fonds propres. Bâle 3, alors Bâle, c'est quoi? C'est une ville de Suisse où les banquiers centraux se réunissent depuis toujours pour édicter les régulations qui permettent la stabilité du système bancaire. Et ces régulations se sont considérablement renforcées depuis 2008. Nous avons eu Bâle 2, Bâle 3. Il faut constituer des fonds propres de plus en plus importants pour couvrir les risques en fonction de la qualité des risques. Alors, quand vous êtes dans la meilleure zone, là où la probabilité de défaillance est de 1 pour 1000, les fonds propres de base, c'est 8 centimes pour 1 euro de risque. Vous pouvez l'atténuer de 20%. Alors, 20%, c'est beaucoup, hein, c'est-à-dire que vous ne prenez que 20% de 8 centimes, c'est-à-dire 0,16. Mais quand vous changez de zone à A, alors là, ce n'est plus que 50%. Donc, 4 centimes. Et après, quand vous atteignez, là où est l'Italie d'ailleurs, hein, triple B, là c'est 100%. Donc, très rapidement, les fonds propres augmentent et il faut mettre des taux d'intérêt en plus. Alors, ce qui est remarquable dans la situation de la France, et c'est ce que vous disiez il y a un instant, c'est que les marchés ont déjà anticipé la dégradation en simple A, puisque nous avons déjà des conditions d'emprunt qui sont équivalentes aux pays qui sont en simple A. Et même un peu au-dessus. Bon, le plan de M. Barnier, vous le savez, c'est 60 milliards. 60 milliards, ça fait 2 points de PIB. Et c'est 40 milliards de baisse des dépenses et 20 milliards d'augmentation d'impôts. Bon. Une fois qu'on a dit ça, et indépendamment de toute opinion sur M. Barnier et sur son absence de majorité, il faut faire beaucoup de remarques. D'abord sur les dépenses, ensuite sur les impôts. Sur les dépenses, moi j'ai mis un moment à comprendre qu'en fait les 40 milliards ne portent pas sur les crédits initialement gelés au niveau du début 2024, comme l'avait fait croire en quelque sorte Gabriel Attal, mais sur la dérive dans laquelle nous sommes, les fameux 6,2% du PIB. Autrement dit, les 40 milliards portent sur, en mathématiques, on dirait la dérivée seconde, c'est-à-dire sur l'accélération. Les 40 milliards ont pour but de diminuer l'accélération, mais en aucun cas de diminuer la dépense. Et la preuve, c'est que dans le budget officiel tel qu'il a été présenté au Haut Conseil de la stabilité financière, au Conseil des finances publiques, la stabilité financière c'est encore autre chose, les dépenses augmentent de 2,2%. Parce que vous avez une inertie de la hausse, et vous avez ce qu'on appelle en statistique descriptive un effet d'acquis. C'est-à-dire que nous allons rentrer dans l'année 2025 avec un niveau de dépenses en accélération considérable, et donc même si on freine de 40 milliards, il y aura une augmentation de 2,2%, et ce qui fait que dans le meilleur des cas, avec l'inflation, environ 1,8% prévu, il y aura une petite stabilisation, mais à peine, de la dépense publique en termes réels, voire une légère augmentation, 0,4%. Si on tenait ça, ce serait déjà une performance, hein, parce qu'on ne l'a jamais fait. Hein. Donc, il faut bien comprendre diminution des dépenses comme moindre accélération des dépenses pour l'exercice prochain. Il y a un deuxième aspect sur les dépenses, c'est que la réduction des dépenses n'est pas documentée. Alors, j'espère qu'il n'y a pas d'information qui m'est échappée dans les dernières 24 heures, mais comme je travaille en permanence, je ne crois pas. J'ai bien vu d'ailleurs les 5000 profs, on y reviendra. C'est que ces 40 milliards de moins, ce sont des dépenses qui ont été gelées par Gabriel Attal et qui vont être annulées. Mais annuler des dépenses gelées, ça ne nous dit pas où ça va tomber. Voyez ? Donc, contrairement aux impôts qui sont très bien documentés, et dans le fond, vous voyez qu'il y a une asymétrie entre impôts et
et dépenses. Les dépenses, la réduction des dépenses n'est pas vraiment documentée. Alors, on parle des impôts, si vous voulez. Sur la réduction des dépenses, il me semblait avoir compris que le gouvernement voulait s'attaquer au surplus d'administratifs. Mais le problème, c'est que pour faire diminuer ce surplus d'administratifs, il faut attendre qu'il y ait des départs à la retraite. Donc c'est long en fait. Et en plus, il faut quand même restructurer les services. On ne peut pas fonctionner comme avant avec moins de personnel, simplement. Monsieur Barnier a dit qu'il voulait faire diminuer les postes de fonctionnaires dans les bureaux. Bon. Alors, je crois que j'avais dit à nos auditeurs, à partir d'un dossier que j'avais constitué, on va prendre deux exemples, l'éducation et la santé, parce que quand on parle service public, les gens pensent à ça. Dans la santé, nous avons exactement les mêmes dépenses par rapport au PIB que l'Allemagne, à la décimale près. Mais la différence, c'est que l'Allemagne a beaucoup plus de soignants relativement à la France, et la France a relativement plus d'administratifs. Le ratio administratif sur soignants est de 25% en France, contre 20% environ dans les autres pays de la zone euro. Et vous avez le même décalage pour l'éducation nationale, c'est-à-dire 25% versus 20%. Donc nous avons en France une suradministration, et nous avons essayé d'expliquer pourquoi dans les émissions précédentes, les couches administratives, le millefeuille, l'absence de décentralisation, un pays qui est suradministré, surcontrôlé et surcentralisé. Donc ça, Barnier a repéré ça. Pour autant, il n'a pas encore, pour le moment, bien documenté le sujet. Donc voilà quelques remarques sur les dépenses. Alors, je ne porte pas d'appréciation politique, j'ai découvert 5000 profs en moins. Alors, il me semble que ces 4000 profs en moins, en fait, ils ne sont pas licenciés. C'est juste que les départs à la retraite ne sont pas renouvelés. Oui, mais dans un échange privé que nous avons eu, vous m'avez dit que ça correspondait... Oui. Alors, j'ai vu cette information sur Public Sénat, il me semble. Cette réduction du nombre d'enseignants semble simplement liée au fait qu'il y ait moins d'élèves dans la classe d'âge qui arrive. Je n'ai pas regardé les chiffres dans le détail, mais on sait que la démographie en France n'est pas au mieux de sa forme. Mais vous voyez, si on élève un peu le niveau de la réflexion, on voit que c'est asymétrique entre dépenses et impôts. On va parler des impôts après. Pourquoi ? Parce qu'augmenter les impôts, il suffit de faire ça, on documente son sujet, on décide. Les dépenses, ça a beaucoup plus d'inertie, et ça ne peut se faire que sur plusieurs années, et je crois que j'ai l'habitude de dire en équipe, c'est-à-dire État, Parlement, experts, collectivités territoriales, ça se fait beaucoup plus lentement, et c'est beaucoup plus difficile à faire, pas seulement parce que c'est impopulaire, parce que les impôts aussi c'est impopulaire, mais parce que c'est plus difficile à identifier. C'est plus difficile à identifier. Et donc, je crois que les réactions hostiles, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de réactions hostiles au plan de M. Barnier, découlent, en dépit de toute la bonne volonté de M. Barnier, du fait qu'il y a une asymétrie entre dépenses et impôts. Parfait, transition toute trouvée. Donc sur les impôts, c'est mieux identifier cette manière de faire rentrer de l'argent ? Alors les impôts, par rapport à ce que nous avions dit dans nos émissions précédentes, on n'était pas très loin du résultat. Bon, je passe rapidement sur les retraités, parce que c'est un impôt qui ne dit pas son nom, désindexer les retraites, même 6 mois, pour des gens qui ont mérité leur retraite par leur cotisation. C'est un petit impôt qui ne dit pas son nom. Les grandes entreprises, nous l'avions prévu, avec la flat tax. Moi, ce que j'ai découvert quand même, c'est qu'on ne peut pas imposer les dividendes si on n'impose pas d'abord les bénéfices. Parce que je m'attendais plutôt à une taxe sur les dividendes, c'est-à-dire ce qui est distribué aux actionnaires, alors que ce qui est imposé, ce qui est surimposé, ce sont les bénéfices, 30% versus 25%, et j'ai découvert que ça ne serait pas constitutionnel d'imposer les dividendes sans imposer les bénéfices. Bon, donc là, je lis les 1000 premières entreprises,
Je lis parfois les 400 premières, donc il y a un peu de confusion, c'est à plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et ça risque de ralentir l'économie quand même, hein, parce que Marc Toiti n'a pas tort de dire que la matière fiscale ne reste pas inerte au taux d'imposition. Si vous augmentez le taux d'imposition, la matière fiscale, alors c'est la fameuse courbe de l'affaire, trop d'impôts tue l'impôt. Mais bon, pas d'étonnement. Encore une fois, moi je préférerais qu'on taxe les dividendes, mais c'est pas possible apparemment constitutionnellement. Bon, ensuite, il y a les 65 000 plus gros contribuables, ça fait 500 000 euros de revenus. 500 000 euros de revenus, c'est pas tout le monde, hein. Bon, je passe. Il y a un sujet qui n'est pas clair et qui a été évoqué, mais je suis pas sûr qu'il ait été tranché, c'est la désindexation des tranches supérieures du barème. Car si on les désindexe, même avec une petite inflation, vous pouvez passer d'une tranche à l'autre et vous retrouver plus imposé. Bon, ça c'est pas clair. Personnellement, alors ce n'est que mon opinion qui n'a pas d'importance, mais compte tenu des inégalités de patrimoine, je pense que ça aurait du sens de faire une surtaxe sur les grosses successions. Grosses successions, pour moi, c'est bon, peut-être 1 million d'euros, enfin bon. En revanche, alors ce qui m'inquiète franchement, et qui inquiète tout le monde d'ailleurs, hein, c'est l'annonce de charges supplémentaires ou d'arrêt des exonérations de charges pour les salaires allant de SMIC à 2 SMIC et demi, parce que je crois que ça va détruire des centaines de milliers d'emplois. Ça risque de détruire des centaines de milliers d'emplois. Donc là, je crois que c'est le cœur de l'inquiétude, hein, ce sujet d'ailleurs. Hein. Sait-on de combien les charges vont augmenter ? Je ne sais pas. Pour le moment, vous n'avez pas de chiffres sur l'ampleur du mécanisme, hein, mais vous avez une alerte. Hein. Bon, nous savons que la France est compétitive jusqu'à 2 SMIC. Ça veut dire qu'au-delà de 2 SMIC, l'absence d'exonération de charges pour des emplois qui sont malheureusement peu qualifiés parce que l'économie française a descendu en gamme, nous ne sommes plus compétitifs. Nous le sommes encore dans les petits salaires, avec d'ailleurs le risque d'une smicardisation, hein, c'est de trappe à bas salaire. Nous le sommes encore, mais nous ne le sommes que parce qu'il y a des exonérations de charges. Donc, j'ai compris quand même que M. Barnier voulait un dialogue parlementaire. Je pense qu'il va l'avoir. Et vous voyez, ça repose la question. S'il fait... Alors, par parenthèse, le Premier ministre a dit 20 milliards. Les Échos estiment qu'on est plutôt à 24 milliards. Et le Haut Conseil des finances publiques estime qu'on est plutôt à 29 milliards. Donc, vous voyez, je pense que pendant le débat parlementaire, ne serait-ce qu'avec ses propres amis, je mets amis entre guillemets, hein, parce que je suis pas sûr que, malheureusement, le Premier ministre ait beaucoup d'amis, même dans son camp, il devra probablement revenir sur les impôts, pour moins d'impôts, là où ça risque de tuer l'emploi, et plus de réduction de dépenses. Mais ça nous ramène aux échanges que nous avons eus il y a un instant. Hein. Donc je pense que le débat parlementaire ira dans cette voie. Hein. Alors je reviens sur quelque chose que vous avez dit. Vous savez que je suis plutôt favorable à ce que l'on laisse les gens tranquilles. Ce n'est pas que je sois libéral, il ne faut pas mal interpréter ma pensée. Mais lorsqu'une personne a travaillé toute sa vie pour mettre ses enfants à l'abri, même si elle souhaite transmettre 1 million d'euros, je ne suis pas certain que ce soit juste de faire en sorte que cet argent revienne à l'État. D'autant qu'aujourd'hui, on ne voit plus de résultats à la hauteur des dépenses publiques. On l'a vu, les dépenses publiques ne font qu'augmenter, mais nous avons toujours du mal à obtenir des rendez-vous médicaux. Sur le plan scolaire, on n'a pas de meilleurs résultats que nos voisins. Et sur le plan de la justice ou de la sécurité, il ne me semble pas que ce soit très brillant. Oui, alors ce sont 2 sujets différents. J'adhère complètement à votre idée du gaspillage de l'argent public.
Et il y a deux sujets qui, personnellement, m'empêchent de dormir la nuit, parfois. Quand je vois que le budget de l'Élysée a doublé depuis 2021, ou quand je vois qu'un ancien président de région a organisé, avec l'argent public de sa région, des déjeuners à 1000 euros ou à 1000 euros le dîner, ou à 1000 euros le déjeuner. Il y a eu des déjeuners et des dîners. Je suis stupéfait, ça me rend malade. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il y a un gaspillage de l'argent public, ou quand je vois que l'accueil du roi d'Angleterre a coûté 500 000 euros. Pour autant, il y a une chose qui est incontestable, alors chacun en pensera ce qu'il voudra, c'est que les inégalités de patrimoine sont au niveau le plus élevé depuis 1910. C'est le Conseil d'analyse économique qui le dit. Alors évidemment, la gauche ne manque pas de le souligner au passage, des économistes comme Thomas Piketty ou Julia Cagé. Moi j'ai une sensibilité dans ce sens, parce que je pense que les inégalités de revenus en France sont limitées, mais les inégalités de patrimoine ne le sont pas. Et maintenant, je comprends votre réaction, qui consiste à dire si c'est donner de l'argent à l'État pour qu'il le gaspille, c'est pas une bonne idée. Bon, donc je voulais juste le mentionner au passage, et je ne tranche pas ce débat qui a du sens. Alors, vous voyez, le débat parlementaire, s'il avait lieu entièrement au sein des amis, entre guillemets, parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'amis de M. Barnier, ça serait moins d'impôts qui risquent de tuer l'économie et plus de réduction de dépenses. Mais vous avez aussi, alors là on rentre dans le champ politique dans lequel je ne veux pas rentrer parce que nous sommes en plein chaos, le risque que le Rassemblement national et la gauche votent ensemble un autre plan que celui de M. Barnier. Parce qu'on retrouve là le débat que nous avons eu sur la procédure budgétaire. En principe, la procédure, c'est un débat et un vote. À la fin, si le gouvernement a le sentiment qu'il n'y arrive pas, il peut mettre en jeu sa responsabilité au titre de l'article 49.3 de la Constitution. Et à ce moment-là, il faut 289 députés pour le renverser. S'il n'y a pas les 289 députés, le budget est adopté. Mais dans un premier temps, il va falloir qu'il mette au vote, et il ne peut pas empêcher le bureau de l'Assemblée nationale, qui est tenu par la gauche en réalité, les députés macronistes ont oublié d'aller voter, de proposer un texte qui pourrait être voté par le Rassemblement national. Je ne sais pas si c'est ce qui va se produire, je n'en sais rien, et je n'ai aucune expertise dans ce domaine. Mais ce que je vois, c'est la situation de chaos, de risque de chaos. Voilà quel pourrait être le débat. Moins d'impôts, plus de réduction de dépenses, mais nous pouvons avoir de grandes surprises au cours de ce débat. Alors, je voudrais attirer l'attention sur un point. Le problème des retraites ne date pas d'hier. Quand j'étais au collège, il y a 40 ans, je me rappelle bien que notre professeur d'histoire nous montrait la pyramide des âges, la pyramide française, et mot pour mot, il nous disait qu'il y aurait un problème pour le financement de nos retraites. Vous voyez, pour moi, la spéculation, en fait, elle ne se limite pas qu'à la bourse. Nous spéculons aussi avec notre santé, en fonction des attitudes à risque que l'on prend, consommation d'alcool, de cigarettes ou de produits illicites. Donc on spécule sur notre espérance de vie, et on spécule aussi avec nos retraites. Alors c'est clair que nous avons tous cotisé, et nous avons même payé cher, si vous regardez les fiches de paye. On nous a toujours dit qu'on y avait droit. Mais si nous regardons les chiffres de manière plus réaliste, il me semble que certains d'entre nous n'en verront pas la couleur. Je dis ça parce que c'est ce que j'ai fait avec ma famille et ce que je conseille, je pense, à tout le monde, c'est d'essayer de bien prendre le plus tôt possible cette réalité en compte pour limiter les dégâts lorsque nous serons à la retraite. Alors on est hors antenne là, on est hors... On peut le faire en antenne ou hors antenne? Oui, mais non, je pense qu'il faut le faire puisque vous souhaitez le faire. Moi, je partage votre analyse sur le fait que les retraites ne sont pas financées. Bon, mais les gens ne le savent pas, mais elles ne sont pas financées. On en a déjà parlé, les 70 milliards, et le fait que la population active diminue alors que la population augmente, elles ne sont pas financées. Donc, et les retraites, c'est un quart de la dépense publique. Donc ce sujet est essentiel.
Mais je me suis déjà beaucoup exprimé là-dessus. C'est vrai que la réaction de la population face à l'augmentation de l'âge de la retraite m'inquiète. Et je ne dis pas qu'il faut abandonner le combat pour les retraites. Surtout, bien évidemment, quand on voit tout ce que nous avons cotisé et tout ce que l'employeur cotise. Et ces cotisations sont prises sur notre travail. Cependant, il y a une réalité, c'est que le système des retraites est défaillant et que nous allons droit dans un mur avec les retraites. Il est essentiel que la population en prenne conscience et qu'elle se prépare à cette réalité. En fait, il faut qu'on se protège, quoi. Oui, non, mais vous dites ça parce que, en fait, je vois très bien où vous voulez en venir. Vous pensez que les retraites ne sont pas assurées, vous avez raison, et vous vous dites, moi je constitue un patrimoine pour assurer ma retraite, et j'ai pas envie qu'on m'emmerde avec mon patrimoine. Hein. Mais oui, mais non, mais je pense que ce raisonnement est tout à fait juste. Moi, ce qui me choque, c'est que on fasse croire aux gens que leurs retraites sont financées alors qu'elles ne le sont pas. Moi, je suis pour dire la vérité. Or, il n'y a pas de mensonge, mais il y a une omission. Bon, alors maintenant, M. Beaufret commence à être connu. On le voit maintenant sur toutes les chaînes. Il explique qu'il y a les 70 milliards de subventions dans les comptes de l'État. On en a parlé la dernière fois. Ça commence à être connu. Mais pourquoi on ne l'a pas dit en 2023 ? Vous voyez, Mme Borne n'a pas dit ça. Elle ne l'a pas expliqué. Macron, lui, est parti à l'étranger à ce moment-là. Économiquement, nous en avons déjà discuté. On sait que la période des 30 glorieuses, c'est une période rare qui ne peut pas fonctionner sur du long terme. Avoir une croissance infinie dans un monde fini, c'est compliqué, voire impossible si vous regardez une des premières vidéos de la chaîne. Mais ce que je remarque, c'est que pour stimuler cette croissance, je vois que tous les pays fonctionnent avec un accroissement de la dette. Donc la question que je me pose, c'est de savoir si c'est inéluctable. Est-ce que nous sommes obligés de nous endetter pour avoir de la croissance ? D'ailleurs, on vient d'apprendre que la Chine a fait un plan de dette pour financer, pour doper sa croissance. Emprunter pour relancer l'économie. Maxime, pouvons-nous fonctionner autrement qu'avec la dette ? Alors, si on prend du recul sur notre sujet, qui est la France, et qu'on regarde l'endettement mondial par rapport au PIB, ce ratio a constamment augmenté. 2008, c'était déjà une crise de la dette. Ce qu'on a appelé, à tort d'ailleurs, les subprimes. Les subprimes, c'était le déclencheur. C'est l'allumette qui a mis le feu à la forêt. On était à 2. Endettement mondial sur PIB. Aujourd'hui, on est à 3. On est même à un peu plus de 3. On est à 350 000 milliards de dollars. Bon. Et donc, la réponse à votre question, c'est que pour faire 1 euro de croissance, aujourd'hui, il faut beaucoup plus qu'1 euro de dette. Pourquoi ? Eh bien, c'est une énigme. Et c'est une énigme que les économistes n'ont pas réussi à résoudre. Mais moi, je travaille sur cette énigme depuis environ 10-15 ans. Et je rejoins quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici. C'est une hypothèse, parce que je garde toujours mon esprit critique vis-à-vis de tout le monde. C'est que, et on en a parlé ensemble lorsqu'on a parlé du pic pétrolier, c'est que nous avons un retour Energy Return on Energy Invested qui est de moins en moins favorable. Il nous faut de plus en plus d'énergie pour extraire de l'énergie. Et Jancovici calcule ou prétend calculer le fait que la production physique est déjà en diminution. C'est-à-dire le nombre de camions sur les routes, le nombre de marchandises, de maisons construites, etc. Autrement dit, il y a une illusion monétaire, une illusion financière, et M. de la Rosière a fait un excellent petit livre là-dessus, qui s'intitule « Pour en finir avec l'illusion financière », qui montre que le PIB a cru en raison d'une bulle financière. Et cette bulle financière, moi je la vois comme un palliatif de la maladie de l'économie. Et vous l'avez dit, il ne peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde fini. Donc voilà ma réponse. Alors, j'ai pas complètement répondu parce que vous posez la question finalement du niveau d'endettement. Ma réponse sera une réponse de l'Arsacien. L'Arsacien du plateau du Larzac, j'ai ma maison au pied du Larzac. C'est que si vous regardez un troupeau de moutons, la manière dont le loup attaque le troupeau, le loup n'attaque pas le troupeau dans son entier. Il attaque les brebis qui traînent.
il attaque les brebis malades, il attaque les brebis égarées. Donc, nous avons une monnaie qui est l'euro. C'est une grande monnaie, on a créé, d'ailleurs c'était une idée de la France, l'euro, hein, sauf que la France n'a jamais respecté les règles. Tant que nous restons dans le groupe, nous ne risquons pas d'accident. Là où nous risquons un accident, c'est nous nous écartons du groupe. Et depuis 2010-2012, plus particulièrement depuis 2019-2020, nous nous sommes complètement écartés du groupe. C'est-à-dire que notre dette a complètement divergé. Regardez l'Allemagne. En 2008, nous avions les mêmes ratios d'endettement que l'Allemagne. Environ 65%. Aujourd'hui, l'Allemagne est à 68 à peu près, et nous allons allègrement vers 115. Voyez, donc nous avons divergé, et là il y a un très grand danger. Ok, la France a divergé, mais à la rigueur c'est un cas à part. Par contre, vous avez dit que le monde entier, chaque année, augmente sa dette. Donc ce que je me dis, c'est que même si on reste dans le troupeau, en augmentant la dette chaque année mondiale, on va dans un mur. Oui, non, mais moi toutes ces questions, j'ai réfléchi depuis 10 ans, donc j'ai des réponses à toutes ces questions, modestes. Ok, mais quelles sont les solutions pour que cela ne finisse pas mal? Oui, alors moi ma réponse, c'est la sobriété, c'est d'avoir des modes de vie plus simples, de cesser de dépenser pour rien. Et la contrepartie de la sobriété, c'est quand même une certaine réduction des inégalités, parce qu'il ne peut pas y avoir de sobriété avec des inégalités colossales. Donc voilà ma réponse, mais on peut ne pas la partager. Alors on peut avoir une foi immodérée dans le progrès technologique, de penser que le progrès technologique va nous sauver. Personnellement, j'en doute beaucoup. Le progrès technologique peut nous aider, mais nous sauver, j'y crois peu. Mais ensuite, il y a des sujets à documenter, l'hydrogène blanc, les moyens d'économiser l'énergie, tous ces sujets sont à documenter et je ne les surveille pas en permanence. D'accord, bon, je n'avais pas vu ce point. J'avais remarqué que depuis quelques années, pour obtenir de la croissance, il fallait fournir de la dette. Et vous dites que c'est un mystère économique qui viendrait peut-être de l'augmentation du coût de l'énergie. Donc ce serait finalement pour cela que certains prônent un monde où on vit plus simplement. Moi je pensais que c'était des décroissants. Alors on ne va pas développer ce point aujourd'hui, mais moi je pense aussi qu'il y a des investissements qui sont faits avec la dette et qui ne sont pas rentables. Maxime, en début d'émission, vous nous avez dit que vous nous donneriez la version intégrale de pourquoi la France est finalement toujours bien notée. Oui, alors je ne veux pas être trop long, mais c'est un sujet auquel je réfléchis depuis un peu plus de 10 ans. C'est-à-dire depuis un peu plus de 10 ans, et avec des échanges avec des journalistes économiques aussi. On a le sentiment que la France a une cotation qui est nettement meilleure que ses performances. Et à l'époque, 2014, j'étais à Clermont-Ferrand, nous étions encore cotés triple A. Je ne sais plus si c'est 2012-2014, la perte du triple A, je pense que c'est 2014. Et quand on compare... Donc on était coté comme l'Allemagne. Et puis ensuite, A+, juste au-dessous. Et quand on voyait les divergences par rapport à l'Allemagne, elles étaient considérables. Et aujourd'hui encore, nous disions au début de notre émission, nous avons des conditions de crédit plus défavorables que l'Espagne, le Portugal et la Grèce, et nous sommes encore aujourd'hui nettement mieux cotés. Alors pourquoi ? Moi, je crois qu'il y a 4 raisons. Et chacune d'entre elles se suffit à elle-même. C'est-à-dire que chacune d'entre elles suffit à expliquer. La première, c'est que la France sait lever des impôts. La preuve, M. Barnier va en lever. Et c'est Clémenceau qui disait « La France sème des fonctionnaires et récolte des impôts ». Donc on est fort pour ça, on est outillé. La Grèce ne savait pas le faire, l'Italie ne le fait pas très bien, les autres pays du Sud non plus. Donc nous savons lever des impôts. La deuxième raison, c'est que nous avons une constitution qui permettrait, en cas de crise majeure au président de la République, de prendre des mesures d'urgence. Et je crois que je l'ai déjà dit, si nous avions une faillite accompagnée par l'Europe, faillite accompagnée, ça veut dire si en 2027 on ne peut plus payer, que la BCE est obligée d'intervenir pour soutenir nos titres de dette, à ce moment-là il y aura un plan européen drastique,
vous aurez des millions de personnes dans la rue, mais le président de la République dira j'ai le devoir d'assurer la continuité du pays, le respect de nos engagements internationaux, donc je me saisis de l'article 16 qui me permet de gouverner par ordonnance. Le Parlement peut se réunir, mais il ne vote pas de loi pendant 3 mois. Ça, c'est quand même un sacré garde-fou. Alors, vous avez une troisième raison dont nous avons beaucoup parlé au cours de notre émission, c'est qu'il y a un formidable collatéral de la dette française qui est l'épargne financière des Français. Nous avons 3 250 milliards de dettes, mais à elles seules, les assurances-vie représentent 1 700 milliards, plus de la moitié de notre endettement. Et le total, alors ça dépend comment on compte, mais le total de l'épargne des Français, et je ne mets pas dedans, comme le fait la comptabilité nationale, les remboursements de prêts immobiliers, ça représente à peu près l'équivalent de la dette. Donc, nos créanciers se disent, oui, la France dérive, mais ils ont une constitution qui permet au président de prendre les pleins pouvoirs s'il y avait une crise, ils seraient accompagnés par l'Europe, ils ont une épargne, ils peuvent aller taper dans cette épargne, et ils savent lever des impôts. Et donc, ça fait déjà 3 bonnes raisons. Et puis, il y a une 4e raison, alors, qui sont indépendantes de la France, c'est que les milliers de banques, de fonds d'assurance, de fonds de pension qui investissent dans des titres de dette, ils arbitrent tous les jours en permanence, ils prennent des décisions d'arbitrage. Et ils ont besoin d'euros, ils ont besoin de titres en euros pour se protéger de la surexposition au dollar. Car le dollar est une monnaie fragile, parce que c'est la monnaie du monde, mais elle est émise par un seul pays, et les États-Unis, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Triffin, les États-Unis, à 2 reprises, se sont effondrés, en 1971 et en 2008. Donc, ils veulent se protéger. Or, la France est le premier emprunteur de la zone euro. Nous allons émettre l'année prochaine 300 milliards d'euros de titres de dette. Or, la dette allemande, qui est la meilleure, elle se contracte puisque l'Allemagne se désendette. L'Espagne, l'Italie, le Portugal, qui évoluent favorablement actuellement en termes d'endettement, ce sont des dettes beaucoup plus petites. Alors que nous avons une grande dette profonde et liquide. Profonde et liquide, ça veut dire que si je l'achète, je suis sûr de pouvoir la revendre, tant qu'il n'y a pas de crise. Donc, ils achètent de la dette française parce qu'ils veulent acheter de l'euro, et qu'acheter la dette française, c'est le meilleur moyen d'acheter de l'euro. Je dois avouer que votre explication est très intéressante. Quand on écoute les économistes sur Internet, je vois qu'ils n'identifient pas clairement ces 4 points que vous venez de mentionner. Et parfois, leurs discours deviennent presque complotistes. Même si on sait que de nos jours, il y a pas mal de complotistes qui ont eu raison avant l'heure. Donc, si on fait un résumé, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Donc, vous avez dit en 1, le fait que la France sait lever des impôts. Et c'est vrai que nous sommes le pays le plus imposé de l'OCDE, parce qu'il faut rappeler qu'il y a certains pays qui ont énormément de mal, à cause de la corruption, à lever des impôts. 2, l'épargne des Français, qui est très abondante et aussi importante que la dette. Donc, ça rassure les marchés. Bon, alors il faut savoir, on pourra en faire une vidéo, qu'un pays pour lequel la population épargne, c'est pas forcément un avantage. Donc 3, la Constitution française avec l'histoire de l'article 16 qui permet en cas de crise de prendre, entre guillemets, les pleins pouvoirs. Et 4, un point intéressant, c'est le fait que pour les investissements en euros, le fait que ce soit la France, il y ait de grandes liquidités, donc de grands mouvements possibles, donc une grande quantité d'échanges en fait. Alors, ces 4 raisons, plus les mauvaises interprétations des mauvais journalistes qui vous disent qu'on a 17 sur 20, faussent complètement la perception des Français. C'est-à-dire que les Français ne voient pas la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas en faillite, mais nous sommes sur une trajectoire de faillite. Alors, j'aime bien citer Ernest Hemingway. On lui disait « Comment avez-vous fait faillite ?» Et il répondait, le grand écrivain répondait doucement au début, très vite à la fin. D'accord, bon, c'est évidemment plus clair. Le but de votre intervention, c'est de nous informer pour que l'on puisse se protéger, pour que l'on puisse anticiper ce qui va se passer. D'ailleurs, nous avons prévu avec Maxime de faire un point régulier, et nous n'hésiterons pas à conseiller les auditeurs
sur la meilleure manière de se protéger au cas où l'État aurait décidé de puiser dans l'épargne des Français. Donc justement, Maxime, faut-il ouvrir un compte à l'étranger ? Oui, alors Marc Toiti, j'étais impressionné par le fait que pour la deuxième fois, dans son diaporama qu'il m'envoie tous les mois, et l'émission qu'il présente sur LinkedIn toutes les semaines, Marc Toiti recommande d'ouvrir un compte à l'étranger. Ça m'impressionne. Bon, je ne peux que répéter le fait que ouvrir un compte à l'étranger, c'est légal, à deux conditions. La première, c'est de le déclarer aux douanes, et la deuxième, c'est de déclarer au moment de votre déclaration de revenus les intérêts ou les revenus que vous percevez à ce titre-là. Donc vous pouvez très bien ouvrir un compte à l'étranger, demander à votre banque de faire un virement dessus, et à cette occasion, la banque vous le déclarera à l'administration des douanes, et dans ces conditions, vous ne risquez pas d'amende, vous ne risquez pas d'enfreindre la loi. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut le faire ? No comment pour le moment, mais... alors, Marc Toiti, j'apprécie beaucoup Marc Toiti, ses graphiques, il fait des analyses très, très fouillées. Maintenant, il a tendance quand même à noircir les choses. D'ailleurs, on l'a vu, il était certain de la décote par Fitch et elle ne s'est pas produite. Mais elle se produira au mois d'avril, donc ce n'est que reculer pour mieux sauter. Oui, en plus, les agences de notation ne pouvaient pas tellement sanctionner le gouvernement puisqu'il n'y en avait pas. Et précipiter la France dans un gouffre, cela provoquerait une grosse crise. Donc, quelque part, elles ne peuvent pas scier la branche sur laquelle elles sont assises. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ils envoient des signaux progressifs. La question, c'est... Vous savez, moi, quand je prends du recul sur un demi-siècle, puisque je m'intéresse à ces sujets depuis à peu près un demi-siècle, j'ai été un professionnel et un militant de l'euro. L'euro, ça a été, j'allais dire, le cœur de ma vie professionnelle. Quand j'ai émis les premiers billets en Champagne en 2002. Depuis que nous avons l'euro, nous n'avons plus de signaux d'alerte. Et c'est mon ami Pierre Jaillet qui a écrit dans Les Échos, la France est un passager clandestin de la zone euro. Nous étions à l'origine de l'euro, mais nous n'avons pas respecté les règles. Autrefois, on avait des dévaluations de la monnaie. Et les dévaluations de la monnaie, c'était de gigantesques alertes. Donc là, nous n'avons plus d'alerte. Et puis ensuite, on a eu le quoi qu'il en coûte, où on a été accompagné par la BCE, puisque... je pense que je l'ai déjà signalé dans des émissions précédentes, la BCE a acheté 5 000 milliards d'euros de titres, de dettes européens, des différents pays européens, de 2015 jusqu'en 2022. Et donc, tous les signaux ont été faussés. Donc, et comme les médias, il y a des exceptions bien sûr, mais ils ne sont pas bons, puisqu'en fait, ils nous disent qu'on est noté 17 sur 20, comment voulez-vous que les Français s'alertent ? Encore qu'ils ont du bon sens, puisque vous avez vu que depuis quelques semaines, les enquêtes d'opinion montrent qu'ils sont très préoccupés par la dette. Ils en prennent aussi conscience parce que les taux ne sont plus à zéro. C'est sûr que lorsque l'on avait des taux négatifs, personne n'y comprenait rien. Et en plus, ça valait largement le coup de s'endetter avec des taux négatifs. Donc c'est même motivant, avec des taux négatifs, de s'endetter, puisqu'on rend moins d'argent que ce qu'on a emprunté. Mais les taux négatifs ont été voulus par la BCE et par les banques centrales. Très bien, merci Maxime, je pense que nous avons fait le tour de la question. Merci et au revoir.